d'Angleterre, voilà la reine d'Angleterre donc qui a observé ce moment de recueillement. Autre moment de recueillement, Emmanuel Macron qui s'est rendu, je vous le disais donc, à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris dans l'après-midi, alors qu'on voit toujours la reine d'Angleterre. Il y a signé un livre de condoléances et il s'est exprimé à l'issue d'un bref échange avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France. C'est évidemment toute l'Europe et l'Europe libre qui a été attaquée. C'est la jeunesse européenne et britannique qui a été attaquée en son cœur. J'ai eu l'occasion, il y a quelques heures, d'échanger avec Theresa May. Je lui ai exprimé ses sentiments. C'est donc avant tout ces condoléances, ce sentiment de solidarité et ce plein soutien que nous tenions cet après-midi à exprimer. C'est aussi notre volonté de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Nous serons déterminés et résolus aux côtés de l'ensemble de nos partenaires européens pour lutter contre le terrorisme partout sur notre continent. Natacha, Nicolas, il faut malheureusement s'habituer à vivre avec ces journées de tristesse et de deuil. Alors, je pense que s'habituer n'est pas le terme que j'emploierais. Parce que s'habituer, c'est un terme qui dénote une forme de fatalisme. Il s'agit de vivre avec l'idée que ça peut arriver, mais justement de ne pas s'y habituer. C'est-à-dire qu'il faut avoir en permanence à l'esprit que nos services de renseignement font un travail extraordinaire et ils empêchent un nombre incroyable d'attentats. Parce qu'en fait, il y en a énormément qui sont projetés. C'est ça que ça nous raconte. Alors de temps en temps, il y en a un qui passe à travers les mailles du filet, mais il ne faudrait pas que nous nous reposions en nous disant qu'il vaut mieux oublier et que bon, ça peut arriver, on est au mauvais endroit au mauvais moment. Donc évitons d'y penser. Pas se résigner. Surtout pas. Il faut au contraire avoir en permanence à l'idée que ça existe, non seulement parce que c'est une question de sécurité. On voit à quel point, notamment la société israélienne qui est habituée à vivre avec la menace terroriste, eh bien, fait en sorte que les citoyens sachent comment réagir quand ça arrive, mais il y a aussi l'idée que nous devons en permanence tout faire politiquement pour essayer de prévenir au maximum, sachant que, encore une fois, ça n'empêchera pas tout, mais c'est une politique de très long terme à mettre en avant. Cet homme qui serait l'auteur de cet attentat est né en Grande-Bretagne, il a grandi, il a été élevé dans l'école britannique et il tue des enfants de gens qu'il peut côtoyer. C'est contre cela qu'il faut se battre, c'est-à-dire cette espèce de ressentiment et de haine de la société occidentale, de notre société, de tout ce que nous sommes. C'est à cela qu'il faut travailler, intégrer en permanence les jeunes qui naissent dans notre société, d'où qu'ils viennent, de quelque origine, de quelque religion qu'ils soient, les intégrer aux valeurs qui font que nous vivons ensemble et que nous sommes tous ensemble une nation. Et c'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France. C'est une politique de très long terme, mais si on se contente de s'habituer en se disant que c'est la fatalité, alors on ne mettra pas tout en œuvre. Nicolas Bétou. Parmi les derniers mots qu'a prononcé le précédent ministre de l'Intérieur britannique, lorsqu'il a laissé la place à la ministre actuelle dans le gouvernement de Theresa May, tenait en peu de mots, il a dit il y aura des projets d'attentats, il y a des projets d'attentats, il y aura des attentats. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il y en aura. La seule chose que nous ne savons pas, c'est quand. Et au fond, c'est quelque chose qu'on entend dire assez souvent après les attentats. D'ailleurs, on l'a entendu à plusieurs reprises après des attentats qui ont frappé la Belgique ou la France, l'Allemagne aussi. Manuel Valls tenait ce discours régulièrement. Manuel Valls tenait ce discours. C'est une façon de dire à la population, nous ne pouvons pas tout empêcher, nous faisons évidemment le maximum. Il faut admettre que c'est une guerre asymétrique que mènent les services. Et il faut admettre aussi que ces services ont fait des progrès énormes en remontant dans le temps pour passer de la chasse aux terroristes qui avaient commis des attentats à une forme de prévention. On nous annonce souvent, le ministère de l'Intérieur en France le fait assez volontiers, des arrestations préalables de présumés terroristes. C'est une façon aussi de nous dire nous sommes en danger permanent. Les services de renseignement, la police et tous les services spécialisés
font le maximum pour essayer de prévenir et d'empêcher les attentats, mais le filet n'est pas absolument garanti et des trous demeurent dans le dispositif. Je pense par exemple à l'Asie, sont des attentats qui frappent des populations locales qui sont évidemment musulmanes. Donc c'est une guerre de très longue haleine qui est plus ou moins nourrie par les événements qui se produisent sur le théâtre des opérations, je veux dire au Proche, au Moyen-Orient, et qui est alimentée par des réseaux dont on connaît un peu mieux l'ensemble des ramifications. Ce qui est important à dire, je pense, au lendemain de cet attentat qui frappe la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un pays qui est en train de sortir de l'Union européenne, c'est que tous les spécialistes admettent que le Brexit, même s'il va désorganiser beaucoup de choses, ne changera pas les fondamentaux de la coopération policière, le renseignement et éventuellement la coopération entre les armées. Cette coopération entre les armées est assez faible. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, elle n'existe pas. Elle existe beaucoup, assez peu, mais entre tous les pays, il ne faut pas se faire d'illusions. Des accords avaient été signés il y a de nombreuses années en France pour essayer de créer une vraie armée, ou en tout cas une vraie défense franco-britannique. Ce sont les accords de Saint-Malo. Ces accords n'ont pas donné d'énormes résultats, sauf une bonne volonté. Bon, cette bonne volonté, elle va rester, parce que tout le monde a bien compris que, quels que soient les aléas des frontières et de l'existence ou pas de l'Union européenne en ce qui concerne la Grande-Bretagne, ne devaient pas empêcher d'avoir une coopération internationale pour lutter contre un fléau qui est, lui, international. Ce que nous apprend aussi le fait que cet attentat ait lieu en Grande-Bretagne, et il y en a déjà eu un, il y a quelques semaines. Le 22 mars. Le 22 mars. Eh bien, ce que ça nous apprend, c'est que tous ceux qui nous expliquent que la laïcité à la française est une horrible discrimination qui pousse certains à se révolter parce que la France les traite mal, tout cela, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, c'est une société multiculturelle où on peut porter le voile intégral, où les musulmans peuvent pratiquer de façon, en effet, plus visible qu'en France. Eh bien, ça n'empêche rien. Parce qu'en fait, il y a une idéologie qui est l'islamisme politique, qui veut la destruction de l'Occident, qui veut fracturer nos sociétés parce qu'il déteste tout notre mode de vie, toutes nos valeurs, tout ce que nous sommes. Et l'idée d'accommoder ce que nous sommes, d'accommoder notre laïcité pour essayer d'acheter la paix civile, eh bien, ça ne marchera pas. En revanche, la laïcité est un des instruments qui peut permettre de souder la communauté nationale, de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement des communautés qui se lèvent contre d'autres en réaction, des réactions de peur, des réactions de colère qui pourraient se manifester. Donc, souvenons-nous, le multiculturalisme n'apaise pas. Ça, c'est une leçon. L'autre leçon, c'est en effet que les questions géopolitiques sont évidemment liées. On voit en ce moment Donald Trump, à rebours de ce qu'il avait laissé entendre pendant sa campagne, ressouder l'alliance avec l'Arabie saoudite en focalisant contre l'Iran. L'Arabie saoudite a prouvé pendant des années qu'elle portait une idéologie qui est en fait ce wahhabisme qui inspire dans cette lecture politique de l'islam. Pendant des années, on a laissé prospérer des prêcheurs qui étaient des prêcheurs intégristes, qui essayaient de mettre en place dans les pays européens un séparatisme entre des populations musulmanes et des populations non musulmanes. Il serait tout de même dommage de revenir en arrière dans la prise de conscience du rôle que peuvent jouer des monarchies comme l'Arabie saoudite ou le Qatar. Je pense qu'il faut tout de même réviser un tout petit peu notre géopolitique pour comprendre qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, qui nous mettent en danger et qui ne nous mettent pas en danger. Je vous donne la parole dans un instant, Nicolas. J'aimerais qu'on aille retrouver notre envoyé spécial à Manchester. Camilla Campuzano, en direct de Manchester, envoyé spécial d'LCI, selon les dernières informations qui nous parviennent. Et vous le disiez tout à l'heure, Natacha, depuis la Grande-Bretagne, l'auteur de cet attentat serait lui-même britannique, tout comme l'auteur de l'attentat du 22 mars dernier, qui avait fait 5 morts près de Westminster, près du Parlement. Ça devient une constante, là encore, une menace de l'intérieur, une menace intérieure.
Alors c'est une constante, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans beaucoup d'attentats dans les pays occidentaux. C'est quelque chose qui est arrivé relativement fréquemment. Ça n'empêche pas les intrusions et les migrations d'un certain nombre de terroristes qui sont venus, par exemple, à l'occasion de toute la vague des migrants il y a maintenant à peu près un peu plus d'un an. Vous avez le cas de 2 terroristes du 13 novembre. Par exemple, et donc on voit bien que dès que cet attentat a été commis et que, comment dire, la stupeur est un peu passée, les réactions politiques en France ont commencé à pointer du doigt le fait qu'il fallait renforcer les frontières. Alors certains disent les frontières françaises, c'est évidemment le cas de Marine Le Pen, d'autres disent les frontières européennes, renforcer la législation française pour lutter à la fois contre les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les Français, en l'occurrence, ce qui concerne la France, qui peuvent être tentés de cette dérive folle, mais aussi se protéger des étrangers. Et par exemple, on voit un certain nombre de réactions à droite principalement qui disent les fichiers S qui sont étrangers doivent être expulsés. Oui, mais là justement, on parle pas d'étrangers. Non, mais précisément, je pense que l'erreur, ce serait de dire puisque cet attentat abominable a été commis par un Britannique, le sujet est un sujet interne à chacun des pays. Non, c'est un sujet international. C'est un sujet qui, dans les ordres, probablement la logistique, la manière et le tempo pour réaliser cette action de guerre ne germe pas dans l'esprit seul d'un individu. Et donc c'est un sujet international. Et le fait que ce soit un Britannique n'empêche pas la réalité. C'est-à-dire que dans d'autres cas fréquents, très fréquents, des gens ont franchi les frontières dans ce but, pour aller frapper tel ou tel pays, dans un but de guerre, là aussi international. Oui, il y a une articulation entre plusieurs problématiques, bien entendu. Il y a une volonté de la part de l'État islamique, qu'on ergote ou pas sur le fait que c'est un véritable État ou pas, il l'est certainement de moins en moins et on s'en fiche. Il y a en tout cas une entité qui envoie des guerriers, des tueurs, qui se sont infiltrés. En effet, c'est une des dimensions. Et l'autre dimension étant, en effet, la production, j'allais dire, la production malheureusement locale de personnes qui ont pu passer, je le disais parce que ça devrait nous obséder, des années sur les bancs de nos écoles à entendre des cours sur ce qu'est la République ou ce que sont les valeurs, les droits de l'homme, etc. Et ça donne ça, c'est-à-dire la possibilité d'aller tuer des enfants. Mais ces cours sont devenus inaudibles, c'est ça que vous voulez dire pour certains ? Bien sûr, totalement inaudibles, totalement. Et c'est à cela qu'il faut réfléchir. Comment reconstruire tout le processus qui fait que l'école est un des éléments qui intègre, mais ça n'est pas que l'école, c'est aussi l'ensemble de la société qui doit tenir un discours qui est un discours de cohésion de l'ensemble de la communauté nationale à destination de tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. Et c'est un discours aussi qui doit permettre de comprendre que nous appartenons tous à la même nation et nous partageons des valeurs et qu'il y en a qui ne sont pas négociables. Que ce soit l'égalité homme-femme, le respect de la dignité humaine, que ce soit la possibilité pour des amoureux de se promener main dans la rue sans un contrôle social, tout ce genre de choses. Voilà. Et c'est tout cela, plus évidemment la guérison d'une forme de ressentiment qui va petit à petit et dans longtemps permettre d'éviter en tout cas que notre propre pays ne soit un vivier. Mais évidemment qu'il y a aussi des mesures qui sont des mesures immédiates, politiques, de sécurité, de géopolitique. Et ça doit se régler à l'échelle de l'Union européenne, mais on a vu à quel point tout cela est d'une lenteur absolument désespérante. Et puis, ça doit se régler aussi avec une volonté. En effet, Nicolas, vous citiez la question des fichiers S. Comment voulez-vous expliquer à des citoyens que des gens qui sont repérés comme potentiellement dangereux. Alors certes, on va nous expliquer, mais fichier S, ça va très vite, c'est très flou, c'est un simple signalement. Pas tant que ça, et c'est faire injure à nos services de renseignement que de croire qu'ils fichent S n'importe qui pour n'importe quoi. Ça n'est pas vrai. Donc comment expliquer à des citoyens qu'un fichier S étranger peut continuer à se promener sur notre sol alors qu'on a identifié qu'il pouvait potentiellement constituer une menace? C'est une aberration, c'est tout. Nicolas Bétou. Pour poursuivre dans cette distinction qui, à la fin, dans la terreur n'a pas lieu d'être, les terroristes qui sont nés, qui ont pratiqué
leurs crimes sur leur territoire natal, ou ceux qui sont venus de l'extérieur pour le faire. Il ne faut pas oublier que dans un grand nombre de cas, les terroristes français qui ont frappé en France, par exemple, étaient partis à l'école de guerre qu'est la Syrie. Et dans d'autres pays, ça s'est passé exactement de la même manière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, bien sûr, ne sont pas tenus par le système social, le système éducatif, le système de la communauté dans le pays dans lequel ils sont nés, et qui, parce qu'ils échappent à cette espèce de règle de la vie sociale dans le pays dont ils sont natifs, vont chercher à l'extérieur à alimenter leur haine, leur savoir-faire en matière de destruction et de meurtre. Et donc, bien sûr, ce sont des gens qui sont nés chez nous ou en Grande-Bretagne, mais ce sont des gens qui, on verra si c'est le cas pour cet attentat, je ne veux pas généraliser et dire que c'est tout le temps le cas, mais c'est souvent des gens qui ont été pris par l'extérieur et qui ont été, au fond, reconditionnés pour venir frapper le pays dans lequel ils ne se reconnaissent pas en réalité. C'est ça la clé du sujet, c'est que à un moment, ils doutent, ils se retirent, ils ne reconnaissent plus le pays qui les a fait naître et ils viennent le frapper. J'aimerais qu'on écoute ensemble Theresa May qui s'exprimait il y a quelques minutes à la sortie d'un commissariat de Manchester United. Cette attaque est particulièrement atroce. On ne parle dessus, on entend souvent cette formule-là, mais est-ce si sûr? Alors pour l'instant c'est sûr, parce que l'objectif des terroristes est de semer la haine autour d'eux, le ressentiment, et de monter les communautés, les religions éventuellement les unes contre les autres. Ce qui est terrible, et il n'y a pas moyen d'y échapper, c'est que le discours de Theresa May, qui est un bon discours de circonstance, est le même que celui de François Hollande au lendemain des attentats de novembre 2015, le même que celui qu'il avait prononcé, comme Manuel Valls, comme Nicolas Sarkozy, comme tous ceux qui se sont exprimés à l'occasion au lendemain des attentats de janvier 2015, et c'est le même dans tous les cas de figure. En gros, solidarité, respect, douleur, unité et unité et résistance. Et c'est terrible parce que, on le voit bien avec ces témoignages, ces fleurs qui vont s'accumuler, ces messages, etc. Il y a une volonté de dire un peu toujours la même chose. C'est impossible de ne pas le dire. Et en même temps, on voit bien que ça ne fait que exprimer quelque chose qui presque tourne dans le vide. Je veux dire, ça ne résout pas les sujets tels qu'ils sont. Les vrais sujets, c'est traquer, renseigner, punir, emprisonner si possible, expulser lorsque c'est nécessaire, faire des actions de sécurité intérieure et extérieure. Oui, mais c'est aussi lutter contre tous les instruments de l'idéologie islamiste. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a des individus qui nourrissent un ressentiment, une frustration, une impression d'échec, et qui petit à petit vont se construire dans la rancœur contre le pays qui, pense-t-il, ne leur a pas donné leur chance. C'est une chose. Mais il y a une idéologie qui est politique, qui poursuit un but et qui a des moyens financiers. Ce sont des gens qui, depuis des années, payent dans certaines banlieues des imams qui viennent prêcher un islam politique. Et c'est vrai dans le monde entier. Actuellement, ce sont certains pays d'Afrique qui sont ciblés, le Sénégal par exemple. Donc il faut, partout où nous le pouvons, lutter contre les processus de financement de cet islam politique et faire valoir que l'islam, ça n'est pas ça, et que l'islam en Occident, l'islam en France, en Europe, en Grande-Bretagne, ce n'est pas cela, et que nous sommes tous citoyens français, musulmans, non musulmans, farouchement opposés à cette vision-là d'une religion qui est en fait une forme de totalitarisme. Voilà. Et il faut que le discours soit extrêmement ferme contre tout ce qui, petit à petit, essaye de séparer certains musulmans du reste de la communauté nationale. C'est-à-dire que le fait qu'il puisse y avoir une pratique religieuse qui pousse certaines populations petit à petit à s'extraire du mode de vie commun est dangereux. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils seront tous terroristes. On peut pratiquer un islam ultra-rigoriste comme on peut pratiquer n'importe quelle religion de façon ultra-rigoriste sans être dangereux pour ses concitoyens. Ça n'est pas ça. Mais il y a là un terreau, il y a là une vision qui fait en sorte que la communauté nationale soit fracturée. Et ça ne doit pas être accepté, ça ne doit pas être banalisé, parce que les premiers qui en souffrent, ce sont les musulmans en France. C'est-à-dire que petit à petit,
il devient de plus en plus difficile pour certains de faire la différence entre la pratique normale d'une religion et cette pratique-là qui est politique. Or, il faut systématiquement séparer les deux. Et vous faites bien de poser la question, et on continue